Depuis la dernière élection présidentielle, l'opposition est en lambeaux quasiment, et c'est peu de le dire. On voit une guerre de tranchées entre plusieurs partis de l'opposition qui s'affrontent, que ce soit par médias interposés ou par réseaux sociaux interposés, bien qu'il pour mettre fin à cette guerre des opposants. Peut-être le MPL. Nous allons en parler tout de suite avec le premier vice-président du MPL, Pascal Yibé. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous nos téléspectateurs. Et merci d'être notre invité. Dans ce mois de janvier, le MPL a fait déjà 2 sorties. D'abord, quelles ont été la teneur de ces 2 sorties que vous avez faites? Nous avions fait une première sortie le 13 janvier de cette année pour faire le bilan de l'année écoulée, c'est-à-dire l'année 2020, où nous avons parlé des élections frauduleuses qui ont été organisées. Après les élections, les conséquences sorties de cette élection, comme vous venez de le souligner, cette guéguerre entre l'opposition sur les réseaux sociaux et sur le terrain également, les conséquences au niveau de la population qui sont découragées et qui ne veulent même plus en savoir de la chose politique. La gestion du Covid, cette gestion sélective qui a été faite à l'égard de certaines populations. D'autres ont bénéficié de certains accompagnements et d'autres n'ont pas pu avoir ces accompagnements-là. Nous avons dénoncé cela. Et le laxisme de notre hémicycle, qui a remis tous les pouvoirs dans les mains de l'exécutif sans pour autant l'interpeller dans les bavures policières au cours de la gestion de Covid. Et également, le dossier que nous pouvons appeler Petrolgate. Le jugement unique qui a été rendu par le tribunal, nous l'avons également dénoncé. Et nous pouvons également remarquer dans notre sortie, c'est pas la presse qui est muselée au cours de l'année, jusqu'en janvier même, que nous pouvons constater d'abord dans l'affaire Petrolgate et tout récemment avec histoire de cuillère dorée, quoi que ce soit là, voilà. Et où on voit le SCRIC être au premier rang que la HAC, le rôle normal qui devait revenir à la HAC. Donc nous avons également dénoncé cet état de choses-là. Oui. Alors, vous savez, beaucoup de choses que vous avez dénoncées, ça veut dire que pour vous, au MPL, l'année 2020, pour le Togo, sur tous les plans, était une année noire? Oui. Noir, c'est en quelque sorte la couleur que nous pouvons donner à cette année-là, parce que il n'y a eu rien de bon que nous pouvons dire que au moins ce côté-là a été porteur pour cette nation ou bien la population togolaise. Vous ne trouvez pas que vous avez un verdict assez sévère? Non, pas sévère. Parce que vous avez commencé déjà en parlant d'élections frauduleuses, et puis tout ce qui s'en est suivi. Or, il se trouve également que sur plusieurs plans, le scrutin a été salué par plusieurs organisations internationales comme nationales, comme l'une des plus ouvertes, des plus crédibles, des plus transparentes. Vous n'êtes pas sans savoir non plus que tout récemment, le Lowy Institute a décerné au Togo un satisfecit quant à la gestion rigoureuse du coronavirus. Ça fait quand même beaucoup de points positifs que vous ne voulez pas voir. Oui, ça fait vraiment malheureux quand moi j'entends ces noms, l'organisation internationale, la CEDEAO, l'ONU, ces consonnes-là. Mais quand on parle de la population togolaise, c'est d'abord nous, le peuple, et non ceux qui sont à l'étranger, qui ne fonctionnent que sur certains calculs qu'on les envoie. Gouverner un pays, je pense que c'est d'abord satisfaire les besoins primaires de cette population-là. Ce n'est pas satisfaire les besoins des organisations toutes puissantes, qui sont même d'ailleurs des mafias. C'est pas ça qui est important, c'est plutôt la population qui est plus importante. Est-ce que notre population aujourd'hui est fière du traitement qui lui est réservé dans la gestion de cette nation? Non, je ne le dirai pas. Nous avons commencé les rentrées scolaires tout récemment. Est-ce que nos élèves, nos apprenants sont réellement dans les conditions adéquates? Est-ce qu'il y a une salle de classe? Sans vous mentir, alors nous sommes en train de parler, il n'y a pas de professeur de mathématiques ni de sciences physiques au niveau de CG à Didogomé. J'ai bien donné le nom pour que les gens puissent aller vérifier. Mais ces élèves-là, en classe de 4e, ces élèves-là, en fin d'année, on dira qu'ils ont réussi. Peut-être avec 9 forts, et ils seront contents. Mais quand ils vont être déboursés sur le marché de l'emploi, on dira qu'ils n'ont pas le niveau. Mais nos barons, ceux qui sont à la tête de ce régime, ceux qui pillent ce régime-là, leurs enfants sont encore à l'étranger, ils viendront encore devenir des ministres, des directeurs de cabinet, qui sait peut-être encore président de cette république. Au fait, qui souffre?
c'est la population, c'est le bas peuple qui souffre. Ce n'est pas cette donnée statistique macroéconomique et ces consoles-là. Vous avez aujourd'hui un nouveau gouvernement qui a été formé et qui fait montre d'une volonté de renouveau, de travailler mieux, de faire les choses autrement avec la chef Victoire Dogbe. La seule chose qui est nouveau là-bas, c'est qu'on a eu une dame, c'est tout. Sinon, il n'y a rien de nouveau. Vous ne voyez rien de nouveau dans l'approche, dans la méthode? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Je viens de donner un exemple palpable. Je dis, quand on voudrait comparer, il faut d'abord qu'on pose la question aux populations qu'on est en train de servir. Quand la population se sent à l'aise, quand il y a de l'évolution dans le quotidien de la population, là, on parle de l'avancement. Mais ce n'est pas de changer un homme par une femme. Ce n'est pas de changer les têtes. C'est pas ça qui est important. C'est le quotidien, c'est le panier de la ménagère qui est important. Mais si ça, on ne touche pas et qu'on a des difficultés, on ne trouve pas à manger au moins 2 fois par jour, on ne peut pas dire qu'il y a un avancement. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a un hôpital digne de ce nom au Togo? Si on a un accident tout de suite, si un simple citoyen a un accident, on va l'amener au CHU Tocoin, certainement. Mais est-ce qu'il y aura des soins adéquats? Je ne saurais le dire. Mais si un de nos dirigeants a un accident, qu'est-ce qui va se passer? On affecte un avion pour lui. Pourquoi on lui affecte un avion? C'est parce qu'ils sont conscients qu'il n'y a rien qui se fait. Donc ce n'est pas moi qui le dis, mais eux-mêmes, ils en sont conscients. Et puis il y a eu aussi, puisqu'on va revenir après sur le bilan de 2020 avec le côté politique, mais il y a eu cette deuxième sortie où vous êtes intéressé à la situation des prisonniers politiques. Qui appelez-vous détenus politiques? Depuis 2017, il y a eu des manifestations sur le territoire et on a eu à arrêter des gens. Oui. D'autres, c'est au cours de la manifestation, d'autres, on est venu les arrêter à la maison. D'autres, parce qu'ils ont porté un habit rouge le soir en revenant dans un taxi. Et toutes ces personnes-là, jusqu'à aujourd'hui où nous sommes en train de parler, ils croupissent dans les géoles. Et ce qui est marrant, c'est qu'on a eu à sortir une feuille de route, que d'ailleurs même le MPL était le seul parti politique au Togo à avoir dénoncé. Et sur cette feuille de route-là, on a parlé de la libération de ces détenus politiques-là. Jusqu'à aujourd'hui, rien n'est fait. Et il y a un silence radio, on ne voit pas les gens comprendre l'urgence de la situation à défendre ces détenus-là pour qu'ils regagnent également leur liberté. J'accuse également une partie de ce peuple-là, parce que la population doit comprendre que ces messieurs ou dames qui ont manifesté et qui ont été arrêtés, ils ne sont pas sortis pour leur ventre, ni pour la cause de leurs enfants à la maison, mais ils sont sortis pour une cause nationale. Et il en va de bonne guerre que toute la population togolaise se mobilise pour leur libération. Maintenant, nos aînés de la classe politique de l'opposition, ceux qui étaient au dialogue, et ceux qui ont donné leur aval à cette feuille de route-là, ils ont même donné 15 sur 20, d'autres disent qu'ils étaient optimistes à cette feuille de route-là. Nous avions dit que nous n'avons pas confiance en cette feuille de route-là. On nous avait traité de babin parce que nous étions nouvellement installés sur la scène politique. Mais aujourd'hui, ça tout nous donne raison. Parce que rien n'est fait. Ces détenus n'ont pas été libérés. Mais il va falloir que ce régime-là entende raison et libère ces détenus-là. Parce qu'on ne peut pas emprisonner quelqu'un parce qu'il dit que sa nation n'est pas bien gouvernée et qu'il voudrait qu'il y ait un changement. Mais peut-être qu'il y a un problème de compréhension au niveau même de la désignation de ces personnes que vous, au MPL, vous appelez détenus politiques. Oui. Moi, je me rappelle encore que ce soit le ministre des Droits de l'Homme ou le ministre Baoray disait qu'il n'y a aucun détenu politique, aucun prisonnier politique au Togo. Oui, lui là. Des détenus de droit commun, des gens qui ont été pris parce que au cours de manifestations, ils commettaient des voies de fait, un certain nombre d'actes répréhensibles. Sa position lui donne droit de dire qu'il n'y a pas de détenus politiques au Togo. Est-ce qu'il reconnaît au moins que ceux qui ont été arrêtés, c'est lors des manifestations qu'ils ont été arrêtés? Oui, pas parce qu'ils manifestaient, mais parce qu'ils faisaient des actes ça, contraires à l'esprit de la manifestation pacifique. Je pense que le ministre n'est pas véridique envers lui-même. Parce que les gens sont sortis manifester. Maintenant, ils ont été arrêtés dans ce cadre-là. Qu'ils ne viennent pas nous dire que bon, ils ont fait des cas, ils ont fait ci, ils ont fait ça. Bon, au moins qu'on les amène au tribunal, qu'ils soient jugés. Les gens n'ont pas été jugés. Soit on se lève le matin, on entend que bon, telle personne a été jugée et sans avocat. Comment on peut être dans une république dite démocratique dans ce sens-là? Et on juge des gens sans avocat. Même s'ils n'ont pas d'argent pour avoir un avocat, normalement, l'État leur commet un avocat d'office. Et l'avocat devait se prononcer là-dessus, sur les manières dont, ou bien les conditions dans lesquelles ils ont été jugés. Mais rien n'a été fait dans ce sens-là. Est-ce que vous pensez vraiment que ceux-là, par exemple, on sait les partis en ce moment qui avaient appelé les gens à manifester,
qui sont aujourd'hui dans un mutisme, qui ne parlent plus de détenus, tout cela. Pourquoi vous en faites une préoccupation alors que ceux dont c'étaient les militants n'en disent plus rien? Il y a un pasteur allemand, Martin, qui disait, lorsqu'ils étaient venus pour arrêter les communistes, il s'est dit qu'ils n'étaient pas communistes, donc on peut arrêter les communistes. C'était également le cas des catholiques, des protestants et autres. Mais aujourd'hui, cet adage-là revient dans notre quotidien au Togo. L'autre fois, je viens de parler comment appelle-t-on, des journalistes qui sont interpellés par le SCRIC, ce qui n'est pas normal. Oui. Et pas plus tard qu'avant-hier, on a également arrêté les syndicalistes au niveau des enseignants plutôt. Et nous voyons également la manifestation au niveau des docteurs. Au fait, quand ça arrive à l'autre, nous pensons que ça ne peut pas nous arriver. Mais à petit feu, si le Togolais arrive à faire la lecture de l'actualité dans notre République, il comprendra que, au fait, le SCRIC n'est quand même pas loin de chez lui. Ou bien la dictature sanguinaire là n'est pas loin de lui. On peut arrêter n'importe qui, à n'importe quel moment, l'enfermer sans le juger. Parce que ça arrive déjà, le pire c'est que ça arrive aux journalistes. Et c'est grave. Agbomé a fui le pays. Pourquoi il a fui? C'est déjà arrivé aux politiques. Les gens ont cru que c'est uniquement aux politiques. C'est grave ce qui nous arrive au Togo. Il va falloir que toutes les couches sociales au niveau du Togo et dans notre République, nous prenions conscience de cet état de choses. Personne n'est à l'abri au Togo. Nous sommes tous des prisonniers en sursis. Donc pour MPL, nous n'allons pas attendre que ce soit moi, Pascal Ibé, qui soit dans les géoles, pour que les militants de MPL sortent pour crier libérer Pascal Ibé. Non, c'est pas ça l'important. Quand un Togolais est en danger, il faut que toute la nation togolaise soit en alerte pour cela. Raison pour laquelle, pour nous, tous ceux qui sont dans les géoles, pour la cause politique ou bien pour la cause nationale, c'est de bonne guerre que nous les défendons. D'accord. Alors on avait commencé donc par parler, en faisant le bilan de l'année 2020, justement de la présidentielle, qui était l'événement politique phare de cette année 2020, qui s'est soldé naturellement par la victoire de Faure Gnassingbé. Il y a ce que certains considèrent toujours comme ce contentieux électoral, mais pire, c'est que cette élection a un peu sonné la division de l'opposition. Est-ce que vous remarquez cela au MPL aujourd'hui? Oui, nous serions aveugles pour dire que nous ne l'avons pas remarqué. C'est plus la DMK qui attaque toutes les autres formations politiques. Quand vous suivez un peu sur les réseaux sociaux, mais même sur les débats sur les antennes, je ne sais pas si la DMK pense avoir fait quelque chose d'extraordinaire au cours de ces élections passées qu'il n'y avait jamais eu au Togo. Il n'y a rien d'extraordinaire. C'est la raison même pour laquelle, lors de notre sortie médiatique le 10 janvier 2020, le MPL, après son congrès, a demandé à tous les candidats de boycotter les élections pour qu'on refasse une autre stratégie pour combattre le régime. Mais ils ne nous avaient pas écoutés. Parce que nous avions vu la finalité de ces élections. Il n'y avait rien de nouveau dans l'organisation de ces élections. Tout était fin prêt pour que M. Faure Gnassingbé gagne encore frauduleusement. Et nos aînés de la classe politique de l'opposition ne peuvent pas me dire aujourd'hui qu'eux, ils ne savaient pas. Ils étaient tous conscients. Mais pourquoi avoir cautionné cela? Pourquoi avoir légitimé M. Faure Gnassingbé encore au pouvoir une énième fois? C'est ce que nous n'arrivons pas à comprendre. Et le pire, c'est qu'aujourd'hui, ils font comme si ils sont surpris. Mais qui paie les pots cassés? C'est la pauvre population. Donc il va falloir qu'on arrête avec cette manière-là comment appelle-t-on, d'emprisonner l'espoir de cette population. Et nous, au MPL, nous ne voulons même plus parler des leaders ou bien des partis politiques. Parlons plutôt du regroupement de l'opposition. Le regroupement de l'opposition, ce n'est pas les chapelles politiques, au fait. Mais c'est plutôt tous ceux qui trouvent que ce pouvoir gère mal notre pays. Et tout citoyen qui trouve que ça va mal, c'est un opposant. Ce n'est pas quelqu'un qui a de l'argent, qui crée son parti politique, qui est un opposant. Mais c'est la population qui constitue cette opposition-là. Donc nous voudrons plutôt fédérer cette énergie-là qui constitue la classe politique de l'opposition. Et mettre une stratégie en place pour conquérir notre liberté. C'est ce qui est important pour nous. En même temps, cette fédération à laquelle vous appelez, est-ce que ce n'est pas une arlésienne dans la mesure où, quand vous voyez un peu tout cela, même si aujourd'hui vous dites que c'est la DMK qui attaque, les autres aussi s'en donnent à cœur joie pour répliquer, on a l'impression que le pouvoir, il est là, tranquille, dans son coin, et entre opposants, on se règle des comptes. Oui.
Comment on peut fédérer avec ces gens-là? Oui, c'est la raison pour laquelle je parle de l'union de l'opposition. Je ne parle pas de l'union des leaders de l'opposition. Nous n'allons pas perdre notre temps à appeler nos grands frères à une table. D'ailleurs, même nous ne serons même pas écoutés. Nous avons donné nos avis de par le passé, nous n'avons pas été écoutés. Et nous ne pensons même pas encore perdre le temps pour cela. Notre temps, nous pensons l'utiliser pour la sensibilisation et la remobilisation de la population. Derrière qui? C'est ça aussi la question. Pas derrière une personne. C'est là l'erreur de notre politique au Togo. Nous avons toujours fait miroiter à ce peuple-là un leader, un messie, un sauveur. C'est faux. Il n'y aura pas un sauveur pour notre peuple. C'est le peuple même qui se sauvera. Et c'est là notre ligne politique, la révolution citoyenne. Nous conscientisons ce peuple-là pour que le peuple comprenne qu'il n'y aura pas un multimilliardaire richissime ou bien une diplomatie quelconque qui viendra nous dériver. Il faut que ceux qui ont compris qu'ils sont dans la souffrance à cause de ce régime s'arment, qu'ils fassent front commun et qu'ils, comment appelle-t-on, et qu'ils, je sais pas, et qu'ils luttent pour leur liberté au fait. Et au lieu de donner de se donner à un leader qui demain peut également déserter ce pays parce qu'il a peur pour sa vie, ou bien quelqu'un qui a peur de mourir, ou quelqu'un qui a peur d'aller en prison. Parce que si aujourd'hui le peuple pense que c'est Pascal Igbé qui va le délivrer et que je meurs demain matin, alors le peuple perd espoir. Mais si le peuple comprend que c'est à lui-même de se délivrer, que je meurs, que je sois toujours dans la lutte, le peuple va maintenir ce combat-là. C'est ce qui est important pour nous. C'est pour cela que nous sommes plus dans la mobilisation, dans la sensibilisation, en allant sensibiliser cette population dans leur propre maison, dans leur service. Alors donc ce que vous êtes en train de dire, c'est de demander aux populations, aux militants, d'oublier cette guéguerre qu'il y a entre leaders d'opposition et que chacun se reconcentre sur la lutte, c'est ça? Clairement cela. Parce que, qu'est-ce que ça nous apporte? Que ce soit Agboumé qui a raison, ou que ce soit Fabre qui a raison, que ce soit Tipi qui a raison. La population, il gagne quoi? Rien du tout. Mais la population lui pense plus à son vécu, à son quotidien. Alors, armons-nous et allons conquérir notre liberté pour l'exercer librement. Donnons plutôt le pouvoir à celui que nous pensons être mieux placé ou qui a un programme de société qui nous sied. C'est mieux que de se donner à cette guéguerre-là entre opposants. On y est quand même et on voit ces leaders s'affronter. Moi, je m'amusais encore hier à suivre des discussions sur certaines plateformes. J'ai l'impression de petits gamins de cours de récréation qui se rentrent dedans. Exactement. Tel dit, c'est nous qui avons raison, vous avez fait ci, vous avez fait ça. Finalement, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut? C'est amener tout ce beau monde au garage pour créer de nouveaux types d'acteurs politiques? Créer de nouveaux types d'acteurs politiques, oui et non. Mais je pense que quand le peuple sera conscient, c'est d'ailleurs même ce que nous sommes en train de faire. Nous ne sommes pas des libérateurs pour le Togo. Mais nous sommes là en tant que sentinelles pour éveiller la conscience de ce peuple-là. Quand le peuple prendra conscience, les leaders également prendront conscience. Parce qu'ils comprendront que le peuple les a mis au garage. Alors celui qui veut réellement travailler pour ce peuple, il va se conformer aux aspirations du peuple. Et ceux qui ne veulent pas et qui veulent continuer par faire leur business, ils iront en retraite. Ça va venir Ça viendra de l'engagement du peuple. C'est parce que le peuple continue toujours par leur donner un minimum de confiance qu'ils pensent être quelque chose, alors qu'ils ne sont rien sans ce peuple-là. Alors quand le peuple prendra conscience et le peuple va commencer par prendre des engagements vis-à-vis de cette dictature et va aller dans le sens de sa liberté, les autres vont commencer par prendre le train en marche. Mais dans le fond, est-ce que vous n'avez pas aussi le sentiment qu'après février 2020, il y a beaucoup de lassitude au niveau du peuple? Oui, le peuple s'est désintéressé. Oui, et c'est ce que nous sommes en train d'enlever dans la mentalité de nos citoyens. Vous pensez y arriver? On peut y arriver et on doit y arriver. Ce que j'entends les gens dire, c'est que depuis 90, nous faisons la même chose. Oui. On nous mobilise pour tel, nous sortons parce qu'on ne peut pas accuser peut-être ce que vous appelez le peuple d'avoir trahi, non. Mais ce sont toujours ceux-là qui nous déçoivent et finalement ils se disent, bon, à quoi bon? Chacun s'occupe de lui et c'est bon. Le peuple a toujours confié son destin à un homme. C'est ça notre malheur. Le peuple a toujours manifesté son désir du changement. Et nos aînés ont marchandé ce désir de ce peuple-là. Je prends tout récemment, avec la C14. Ouais. C'est Faure Gnassingbé qui est sorti appeler
ses pères de la sous-région pour venir à son secours. Et ils étaient là pas pour sauver ce peuple, mais pour sauver le fauteuil présidentiel de M. Faure Gnassingbé. Et bizarrement, nos aînés de la classe politique de l'opposition ont cru à ce dialogue. Ce dialogue que nous avons dit au MPL, nous n'étions pas d'accord. Parce qu'ils étaient là juste pour maintenir le régime. Mais ils sont allés, ils ont dit quoi au peuple? Le peuple de rentrer à la maison. Alors que le peuple n'avait pas encore gain de cause de sa lutte. Normalement, il fallait laisser le peuple aller au bout. Aujourd'hui, le peuple se sent trahi. Oui. Mais nous remobilisons ce peuple. Pas pour être derrière nous, mais pour être derrière leur propre cause. C'est ce qui est différent. Ils ont mené une lutte pendant 30 ans en étant derrière une personnalité, une personne. Aujourd'hui, ces personnes sont où? D'autres sont exilés, d'autres ont abandonné, d'autres peut-être en prison, d'autres peut-être sont morts. Mais est-ce qu'il faut encore continuer la même stratégie? Non. Il faut mettre un système en place où on n'a pas besoin d'un leader devant. On n'a pas besoin de la tête de quelqu'un devant. Comment on le fait quand il n'y a personne devant? Vous savez, on a eu à tuer Dodi, à Adakpame, juste parce que le jeune homme n'avait pas de toilette chez lui à la maison. Et il est sorti, à cause d'un coup de feu, le gars a été bastonné à mort. Est-ce que dans un peuple conscient, normal, est-ce que cela peut se faire? Et les populations sont parties filmer et on a partagé ça sur les réseaux sociaux. Ah voilà, on l'a encore tué. Et ça s'est arrêté là. C'est nos populations d'Adakpame qui se sont élevées comme quoi ils n'étaient pas d'accord. Donc nous autres, jusqu'à Adapan, on a cru que bon, c'est un problème au niveau des gens d'Adakpame. Et ils se sont en occupés eux-mêmes. On a tué Mohamed au niveau d'Avedi. Les autres se sont dit, bon, ça ne nous concerne pas, ça concerne les gens d'Avedi. On a tué le colonel Madoulba au camp. Dans son bureau, l'homme qui a la tête d'une garnison qui protège le chef d'État. Ça voudrait dire ce qui lui est arrivé, pire, ça peut arriver également au chef d'État. C'est grave pour notre République. Et les gens de Sion ont manifesté, nous autres, on a trouvé ça normal. Non, nous avons un problème. Nous agissons comme des bêtes dans ce pays. C'est pas normal. C'est ce à quoi MPL n'est pas d'accord. Il va falloir réveiller ce peuple-là. Quand nous serons conscients, quand nous allons être éveillés, ceux qui nous conduisent comme des moutons comprendront qu'ils ont en face des hommes qui réfléchissent et non des animaux. Ils vont, même s'ils doivent encore être sur la scène politique ou bien être encore au devant de nous, ils vont changer leur manière de nous gouverner. C'est-à-dire, pour vous, tous ces exemples que vous avez donnés auraient dû susciter une indignation populaire Normalement. Parce qu'en Tunisie, nous pouvons voir un jeune homme qui a juste pris de l'essence, qui s'est immolé. Mais la population a dit, ça ne peut pas arriver dans leur pays. Et nous avons vu ce que ça a apporté. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui arrive chez nous? Même nous voyons des gens qui se suicident. Mais ça ne nous dit rien. Quand ça arrive aux autres, les gens disent, bon, c'est eux. Et ils ont voulu s'ingérer là où ils ne devaient pas mettre leur nez. Mais quand ça leur arrive, ils disent, bon, ça nous est arrivé, personne ne dit mot. C'est que nous avons un problème mental. Nous sommes malades dans notre République. Nous avons un problème. Quand vous dites que vous travaillez à cet éveil de conscience, qu'est-ce que vous faites concrètement? Faisons des sensibilisations, faisons des porte-à-porte. Nous allons vers cette population-là. Nous faisons des petites réunions où nous expliquons la raison pour laquelle nous ne devons pas abandonner la lutte. La raison pour laquelle nous ne devons pas perdre d'espoir. Il y a d'autres même qui vendent cette lutte en prenant, au moment des élections, en prenant des 2000, des t-shirts et un sac de riz. C'est vraiment lamentable. C'est des insultes qu'on leur inflige, mais eux-mêmes ils n'en sont pas conscients. Pour eux, c'est un plus, alors que ce n'est pas un plus. Si ce régime est conscient que vous avez faim, et vous laisse affamer pendant 5 ans. Après 5 ans, on vient vous donner 2000 et on vous habille avec un tricot de 800 francs et vous êtes content. C'est grave pour notre République. Donc nous essayons de leur montrer la gravité de ce qu'ils sont en train de faire. Et il y a également cette mauvaise philosophie-là qu'on injecte dans notre population. Comme quoi c'est l'armée qui tue la population. C'est faux, c'est un débat qui est erroné. Nous faisons comprendre également à cette population que ce n'est pas l'armée qui nous tue, mais il y a une milice qui nous tue. Quand vous voyez dans les manifestations, quand il y a mort d'homme, ce n'est pas ceux qui sont habillés, des corps habillés, qui tirent sur nous. Eux, ils viennent avec des gaz lacrymogènes, avec des bâtons, pour recadrer. Mais qui est-ce qui tire sur nous? C'est la milice qui tire sur nous. Alors notre armée même a un problème. Notre armée est emprisonnée. Et je suis sûr que l'armée même espère que notre lutte aboutira à sa liberté. Donc il ne faut pas qu'on mette l'inimitié entre la population et son armée. Et il y a également cette mauvaise compréhension-là où les gens disent que c'est les Kabyles qui ont pris en otage le pouvoir. C'est faux. Moi, j'ai eu la chance de visiter mes oncles à Pia. Mais la misère est ambiante. Nous-mêmes, à Lomé, nous sommes encore plus à l'aise qu'eux. Donc, penser que c'est une ethnie
qui nous fait souffrir, c'est une erreur. Il faut faire comprendre à cette population que la minorité pieuse a son naissance dans toutes les familles, dans toutes les ethnies. Et cette majorité qui souffre là également se trouve dans toutes les ethnies. Nous, la majorité qui souffrons, nous devons nous regrouper, nous armer pour lutter ensemble pour notre liberté. Mais est-ce que vous n'avez pas peur, en se faisant ce travail d'éveil, d'être accusé de pousser les gens à une sorte de révolte? Est-ce que quand je ne suis pas libre, quand mes droits, je suis opprimé dans mes droits les plus élémentaires, qu'est-ce que je dois faire? La moindre des choses, c'est que je m'exprime. Quand je m'exprime et que je sens que je ne peux pas le faire seul, la moindre des choses, c'est que j'explique à mon voisin, à mon collègue de service et à ma famille que ça ne va pas et que nous devons ensemble nous unir pour notre liberté. Mais si ça gêne quelqu'un, que la personne change sa manière de gouverner et c'est bon. D'accord, il reste 2 minutes. Je voudrais vous entendre quand même sur un autre sujet d'actualité politique. Ce sont les élections régionales qui s'annoncent. Comment le MPL perçoit tout ça? Il y a des réunions qui se font déjà au ministère avec d'autres partis politiques. Il y a même un cadre, un comité d'appui mis en place pour s'assurer de la bonne tenue de cette élection. Je crois que le comité, ils l'ont surnommé Sénap ou quelque chose comme ça. Sénap. Voilà. Quand ils ont fini avec Togo Télécom 1, Togo Télécom 2, les différents types de dialogue, aujourd'hui, c'est Sénap qu'ils ont trouvé. J'espère que Sénap pourra sauver ce pays. Parce que nous, au MPL, nous ne comprenons pas que nous sommes dans la routine à chaque fois. Il faut aller aux élections dans toutes les contestations possibles et aller à quel moment, un mois, les gens disent qu'ils ne veulent pas aller aux élections et à un mois, sans aucune préparation, on s'y lance. Après, on dit, on nous a volé, Togolais sortez pour manifester, réclamer vos droits. Les Togolais sortent, on les tabasse, on les tue, ils deviennent des réfugiés politiques et après, on est là encore autour d'une table, sans revoir ceux qui sont en prison. Ceux qui ont été arrêtés arbitrairement, sans défendre leur cause, on fait encore une table ronde et on se prépare encore aux échéances politiques, aux échéances électorales. Donc, disons au fait que la classe politique de l'opposition, je me demande si elle a été formée uniquement pour aller aux élections. Les élections sont importantes pour une république. Si nous voulons parler de démocratie, oui. Mais au moins le quotidien du Togolais d'abord. Ils ont formé le comité. Pour faire quoi concrètement? Pour organiser une élection. Pas pour faire sortir nos frères ou bien nos militants qui sont en prison. Pas ça. Mais uniquement pour les élections régionales. Donc, tout est fait aujourd'hui au Togo comme si nous vivons des élections. Alors qu'il n'y a même rien de concret dans les élections que nous tirons. Nous gaspillons des milliards pour ne rien avoir. C'est vraiment dommage et dramatique pour notre pays. Pour vous, régional, le MPL n'y pense pas. Ça, nous nous disons. Pascal Igbe, merci. C'est moi plutôt qui vous remercie. Répondre à nos questions, premier vice-président du MPL. Voilà, on va marquer tout de suite la pause et on reviendra après pour continuer avec Regard Croisé.